Bonsoir à tous, bienvenue dans le Nasport Show comme tous les soirs sur NATV de 20h à 22h. Ce soir, grosse actualité puisqu'il y a un week-end de sport qui vous attend en Nouvelle-Aquitaine avec du rugby, du football, du handball ou encore du basket. Le sommaire tout de suite, c'est avec Clément Darbieux. Grosse page rugby ce soir avec notre consultant Florian Bougerolles. Focus sur la rencontre phare de la 8e journée de Top 14, Stade Toulousain, Stade Rochelet. Le président de l'Aviron Bayonnais, Philippe Taïeb, qui reçoit Perpignan demain, sera notre invité. En football, les Girondins de Bordeaux, leaders de la Ligue 2, doivent confirmer demain face à Annecy. On en parle avec Florian Sabatier dans un instant. Le reportage du jour est consacré au cyclisme. Victor Pérez-Boucheron était en Vendée pour le chrono des Nations il y a quelques jours. Il a suivi de très près l'équipe de la FDJ Suez Futuroscope. Enfin, notre invitée se nomme Justine Iquebrand, gardienne de l'équipe de handball de Celles-sur-Belle, club des Deux-Sèvres qui réalise un énorme début de saison. Et comme promis, on débute avec le rugby, le ballon ovale et la 8e journée de Top 14 pour la page rugby. Pour parler Ovalie, j'accueille tout de suite notre consultant. C'est Florian Bougerolles, joueur de Niort et entraîneur de Villeneuve-les-Salines. Bonsoir Florian. Bonsoir Benji. Tout va bien? Très bien. Prêt à en découdre? On est parti. Allez, on entre dans la mêlée avec la 8e journée de Top 14. Je le disais, Florian, pas mal de matchs intéressants. Il y aura Racing 92 Montpellier demain en ouverture à 15h. Bayonne face à Perpignan, Stade Français Brive à 17h, tout comme Lyon-Pau et Toulon-Castres. Il y aura à 21h05 le choc samedi entre Clermont et Bordeaux-Bègles. Et puis dimanche, l'affiche rêvée, la finale avant l'heure. Toulouse face à La Rochelle, ça sera donc dimanche soir à 21h05. On va débuter avec cette affiche, Florian. Toulouse le premier contre La Rochelle le deuxième. Je le disais, c'est un peu la finale avant l'heure, parce que franchement, c'est le plus beau recrutement du Top 14. Ce sont ces deux clubs qui avaient déjà une belle équipe l'année dernière et qui se sont encore renforcés. Oui, bien sûr, ouais, c'est la finale avant l'heure, comme tu le dis, surtout que on a vu, il y a la sélection qui est tombée, l'équipe de France. Je crois qu'il doit y avoir 8 Toulousains et 8 Rochelais ou quelque chose comme ça. Donc je pense que tout le monde sera sur le pré dimanche parce qu'après ils s'en vont en sélection. Donc ouais, on va avoir un beau match. Ouais. Alors le problème pour l'équipe de Nouvelle-Aquitaine, pour La Rochelle, Florian, c'est que Toulouse, c'est devenu la bête noire de tout le monde, puisque c'est le meilleur effectif depuis très longtemps, mais c'est particulièrement la bête noire du Stade Rochelet, avec des défaites en finale pour le club maritime. Quand on fait le bilan, c'est une seule victoire sur les 5 dernières années pour La Rochelle face à Toulouse. Ça peut trotter ça dans les têtes, Florian? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On se pose beaucoup de questions. Je pense qu'ils ont travaillé toute cette semaine aussi sur le projet de jeu parce que on voit que de plus en plus leur projet de jeu il est quand même simulé. On a vu qu'ils font un faux pas à l'Aviron Bayonnais il y a 15 jours, mais que la semaine dernière contre Toulon, il n'y a pas photo. Donc oui, ça doit trotter dans les têtes. Après, je pense qu'ils doivent passer aussi autre de là pour avancer. Et la différence cette année, Florian, comme dans beaucoup d'autres clubs d'autres sports, il y a un préparateur mental qui a intégré le staff du Stade Rochelet. Il est expert des mécanismes comportementaux. C'est Éric Blondeau. Il est passé notamment à Clermont. Il avait fait un gros travail pour remettre les têtes à l'endroit parce qu'on le sait, Clermont avait perdu beaucoup de finales. Ils ont fini après par avoir le déclic. C'est le rugby moderne, ça, Florian. Ça peut vraiment aider les joueurs d'avoir quelqu'un à qui se confier, quelqu'un qui peut trouver des clés mentales pour arriver à dépasser cette rivalité, justement. Oui, bien sûr. Dans tous les clubs, je pense, de haut niveau, il y en a parce que même moi, je joue en National 2 à Niort. On a aussi un préparateur qui est arrivé de cette année. Après, c'est bien parce que ça permet aussi d'échanger avec les leaders sur le début de match, les fins de match, comment les gérer, les choses comme ça. Donc, ouais, je pense que ça aide beaucoup. Ouais. Comment ça se passe précisément, Flo, toi qui as aussi un préparateur mental du côté de Niort, c'est tout l'aspect psychologique. Comment ça se passe un entretien avec un préparateur? Vous vous confiez sur ce qui ne va pas dans votre vie ou ça reste que rugby? Non, alors sur les préparateurs, donc c'est soit on fait individuellement, soit on veut le voir individuellement, ou soit nous on l'a vu, enfin moi personnellement, nous on l'a vu tous en groupe en fait, après la défaite qu'on a eue sur Saint-Jean-de-Luz l'année dernière, où on l'a vu en groupe où, pour les débuts de match, les fins de match, les choses comme ça, gérer les temps forts et les temps faibles. Donc après c'est vraiment chacun sa personnalité, il y en a qui le voient seul, il y en a qui le voient pas du tout. Hein. Moi je l'ai jamais vu seul, j'ai toujours vu en groupe, donc voilà, ça dépend de la personnalité de chacun.
Et ça peut changer quelque chose mentalement dans l'esprit des joueurs du Stade Rochelais, là, d'avoir enfin débloqué le compteur, d'avoir gagné cette Coupe d'Europe. Ils arrivent avec un autre statut et puis maintenant ils savent gagner ces finales. Ça peut changer face au Stade Toulousain. Ouais, bien sûr, parce que comme tu le dis, hein, ils ont gagné la Coupe d'Europe, donc du coup, ils savent très bien que tu te déplaces au Stade Toulousain, ou que tu te déplaces à Perpignan, tu es champion d'Europe, donc le statut, il faut l'assumer. Après, on le voit, hein, il n'y a jamais eu deux revers pour l'instant de défaite, hein, tout de suite, ils basculent sur autre chose. Donc, ouais, ça va être une bonne partie. Et il va y avoir des retrouvailles dans cette partie, retrouvailles avec Arthur Retière qui a déclaré dans le middle: je suis très proche avec Winnie Antonio, Reda Vardy et les Botia. On s'écrit tous les jours dans notre groupe WhatsApp. J'essaye de ne pas trop y penser. Ça va surtout être spécial quand je vais faire mon retour à De Flandre. Un petit mot, tu le connais, Arthur Retière. Faudrait pas que La Rochelle prenne un essai de son ancien. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, Arthur, il peut juste croiser Reda et Winnie sur les lignes défensives. Après, il les croisera pas en mêlée, donc ça va aller pour lui. Mais non, non, on le voit que c'est un super joueur, hein. La preuve, je pense que Hugo Mola peut pas trop s'en passer parce qu'il est toujours sur les feuilles de match. Soit il est à l'aile, soit il est en demi de mêlée. Donc, non, c'est un bon joueur. Puis je pense qu'il s'épanouit aussi au Stade Toulousain. Et le problème, c'est que maintenant, il y a 2 retières à surveiller. Il y a le frère aussi. Ouais, il y a le frère aussi. Ouais. Ils ont fait une très belle partie tous les deux avec le frère qui était à l'ouverture. Donc les deux retire, attention. Alors, tu parlais d'ouverture, justement. Transition parfaite, Florian. On ne sait pas encore si Antoine Astoy va être à 100% pour pouvoir démarrer cette rencontre. Ça peut être ce Tenny qui joue encore numéro 10 comme face à Toulon. Franchement, c'était loin d'être un numéro 10 classique, mais il s'en est très bien sorti. Il a fait un gros match. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, on l'avait vu l'année dernière, des fois, et déjà, il en a fait quelques-uns avec l'UBB. Mais c'est sûr que quand tu arrives dans un nouveau club, déjà, tu arrives dans un nouveau club, tu joues une seule ou deux fois à ton poste, après tu passes en 10 parce qu'il n'y a plus de 10, donc c'est sûr que les automatismes, ça revient pas comme ça. Un 10 et un centre, c'est pas du tout pareil. Donc il a fait une belle partie la semaine dernière et bon, je pense que oui, il va encore commencer ce week-end. Et autre bonne nouvelle, Florian, en plus de la forme retrouvée de Soiteni ou encore de Teddy Thomas, c'est le retour de Dylan Leitz parce qu'il avait bien subi une commotion face à Bayonne. Là, il va être de retour. On sait l'importance de ce joueur, hein, qui a participé grandement au titre de champion d'Europe du Stade Rochelais l'année dernière. Ouais, bien sûr, c'est un joueur c'est un joueur qui est complet, qui est sur ses duels en 1 contre 1, qui les gagne souvent. En défense, il sait rarement avoir. C'est un joueur, je pense, qui doit être important aussi dans le groupe. Ouais, je regarde des fois des stories sur Instagram avec Raymond Roux, ils sont toujours en train de faire des bêtises dans le vestiaire. Donc je pense que pour le vestiaire Rochelais, ça doit être un bon mec. Et j'ai l'impression que les recrues qui sont arrivées se sont bien intégrés à ce niveau-là. Je pense notamment à Johan Tanga. Ça a l'air de bien se passer sur les réseaux sociaux et sur les bêtises avec Raymond Roule. Thomas Bergeon, ton grand pote, Florian, on rappelle que l'année dernière, il était entraîneur avec toi du côté de Villeneuve-les-Salines. On attendait la prolongation. Elle est tombée officiellement cette semaine. Il a prolongé jusqu'en 2025. Je suppose que tu l'as eu par SMS ou au téléphone. Ça a dû lui faire plaisir parce que l'année dernière, il y a eu le moment charnière avec les différentes blessures, notamment celle de Kier Barlow. Il a intégré le groupe, il est champion d'Europe et là, on a l'impression que ça a été le déclic et un peu le tournant de son début de carrière. Oui, bien sûr, ouais, je l'ai eu au téléphone. Je l'ai eu hier au téléphone, donc pour le féliciter déjà. Mais oui, ça a été. Il a pris ses responsabilités comme il devait le faire, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de supporters qui pensaient que ça allait être sûrement juste, même si, bien sûr, hein, ils avaient confiance en lui. Mais je pense que quand tu passes de Carbarlo à Thomas Bergeon, tu te dis, oh, ça va être compliqué. Et en fait, non, il a très bien tenu ce rôle de champion d'Europe, hein. On l'a vu jusqu'à la fin, jusqu'à les temps forts, les temps faibles. Je pense que c'est ça aussi qui a eu un déclic pour lui, ouais, ça c'est sûr. Et je me souviens, quand on était venu commenter avec le groupe Namedia la finale des espoirs entre Toulon et La Rochelle à Castanet-Tolosan, finale que tu avais disputée, Florian. Je me souviens très bien qu'à l'époque, Thomas Bergeon était presque derrière Jean-Victor Goyot dans la hiérarchie. Il y avait une blessure au doigt, si je me souviens bien, de Jean-Victor Goyot. Et depuis, les trajectoires se sont inversées. C'est lui qui a pris le dessus et qui prolonge là aujourd'hui. Donc l'histoire est belle quand même. Ouais, bien sûr, l'histoire est belle, oui, c'est sûr, parce que après. C'est pareil, hein, je crois que ça doit faire 5 ou 6 ans, hein, où il était en double licence avec Pilboro, quand Pilboro était en Fédéral 2, et qu'on voit maintenant qu'il est champion d'Europe. Après, Thomas, c'est un joueur qui travaille toujours, quoi, qui se pose pas beaucoup de questions, mais qui est toujours en train de travailler, qui sur les vidéos, les choses comme ça. Donc
arriver à ce stade-là, avec le travail, je pense que ça fait plaisir. Et bravo au staff et à l'encadrement Rochelet, puisqu'ils ont multiplié les prolongations depuis un an. Le contrat de Grégory Aldrit, c'est sécurisé. Antonio, Dulin, Rémi Piquet cet été, Pierre Bourgarit, Sazi, Kerbarlo, Botia, Lavaux, Favre, Boudéan. C'est bien, là, le coffre-fort est refermé à double tour, Flo. Ouais, bien sûr, ouais, non, c'est bien pour le stade et puis c'est bien aussi pour les joueurs. Et puis moi qui ai eu la chance de jouer en espoir dans ce club, voilà, quand tu es dans le club, tu te sens bien. Donc après, quand tu te sens bien dans un club, tu veux y rester le plus longtemps possible, hein. Donc tant mieux. Ouais. Tant mieux pour le Stade Rochelet. Et tiens, on va avoir un invité exceptionnel tout de suite dans le NAS Sport Show. C'est un homme et en plus qui récemment a déclaré qu'il s'inspirait beaucoup du travail du Stade Rochelet pour son club. C'est le président de l'Aviron Bayonnais, Philippe Taïeb. Il va pouvoir nous en parler justement de cette équipe du Stade Rochelet qui maintenant est devenue un modèle. Bonsoir président. Bonsoir à tous. Philippe Taïeb avec nous, Florian Bougerolles, notre consultant rugby également. On va en parler tout de suite. Tiens, la transition est parfaite. Philippe Taïeb, récemment, vous avez déclaré que vous étiez non seulement très ami avec Vincent Merlin, mais aussi que vous vous inspiriez beaucoup du travail de La Rochelle, que c'était un modèle. En quoi vous avez envie de ressembler à ce club maritime, Philippe ? Mais déjà, je travaille au travail bien fait, puis surtout, alors je ne serai pas dans la même durée que Vincent, hein, 30 ans de présidence, je ne pourrais pas y arriver parce qu'il a commencé beaucoup plus jeune que moi. Mais c'est surtout cet enthousiasme, je veux dire, cette effervescence autour du club et surtout, je veux dire, ce qui est vraiment inspirant, c'est le modèle économique qu'a construit La Rochelle avec une multitude de partenaires, de 13 000 abonnés, et avoir vraiment une captation de plein de petits partenaires pour aujourd'hui faire partie des plus grands, sans avoir de zone de risque, comme je dis souvent, avec une personne qui injecte beaucoup d'argent et qui peut déséquilibrer le système qui décide de se retirer. Et déjà, pour remplir Jean Daugé, c'est bien parti, Philippe, puisque, on le rappelle, vous êtes invaincu à la maison depuis le début de saison avec des performances très intéressantes de vos joueurs. On pense au match d'ailleurs contre le Stade Rochelet. Ça doit être une fierté déjà sur le début de saison d'être invaincu à la maison. Oui, mais bon, il faut rester prudent. On a joué 3 matchs à la maison. C'est vrai que aujourd'hui, on annonce notre 5e guichet fermé parce que on va jouer demain à guichet fermé contre Perpignan et Stade Toulousain, c'est déjà à guichet fermé. Ça, c'est quand même des indicateurs forts, mais il faut être resté prudent sur le côté sportif parce que demain va être un match important et piège aussi parce que se resserrer, se concentrer sur les têtes d'affiche, comme je dirais, du bébé, le Racing, La Rochelle, c'est souvent plus facile que quand on reçoit des équipes qui bataillent pour le maintien comme nous. Donc, il faut rester très prudent et bien entendu que on souhaite continuer cette invincibilité, mais on sait qu'à un moment, on devra vivre une défaite à Jean Daugé ou alors ça sera une très 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 bonne année. Un grand cru, comme on dit à Bordeaux. Ouais, c'est ça. Match capital hein, quand même face à Perpignan. On a vu les déclarations des uns et des autres dans la presse. Vous pouvez déjà un petit peu, même si vous l'avez dit, ce n'est que le début de saison, mais vous pouvez déjà psychologiquement les distancer dans la lutte pour le maintien. Ouais, mais il faut rester prudent parce qu'on a vécu quand même une année très compliquée, l'année de la descente, où on avait fait quand même 10 victoires avec des belles victoires au Stade Toulousain et à Toulon, et ça nous a obligés de passer par un match de barrage qu'on a perdu face à notre voisin Biarro. Mais donc, je veux dire, même si aujourd'hui on sait que le maintien c'est plus à 50 points qu'à 42, il va falloir travailler, continuer à travailler surtout avec beaucoup d'humilité, essayer de faire tous les matchs comme on a pu le faire depuis le début de la saison. Mais il y aura des équipes qui vont arriver pour gagner à Bayonne. Mais on va donner, je veux dire, le maximum pour rester invincible. On rappelle avec nous dans le NAS Sport Show Philippe Taïeb, le président de l'Aviron Bayonnais qui jouera demain face à Perpignan. Vous parliez tout à l'heure de la longévité de Vincent Merlingue. Lui, il a eu du temps pour mettre en place son projet. Vous, cet été, c'était compliqué. Hein, Philippe, vous apprenez le 6 juin que vous montez. Derrière, il faut tout organiser en urgence, que ce soit le recrutement, les prises de décision. Et il a fallu travailler dans un délai très court. Ça n'a pas dû être évident tous les jours. Ouais, mais on avait déjà quand même recruté 12 joueurs, je crois, de niveau top 14 avec une certaine expérience,
ce qui nous a permis d'aller chercher encore 7-8 joueurs. Mais c'est vrai que ce modèle, mais je le dis assez souvent, le modèle du finaliste et du barragiste qui peut monter est très cruel parce que vous pouvez dominer, comme l'année dernière Mont-de-Marsan, vous pouvez dominer la division toute l'année et puis perdre en finale et perdre le match de barrage, alors que sur la phase régulière, vous méritez de monter. Et ça laisserait peut-être un peu plus de temps pour préparer la future saison, parce que vous preniez la section paloise de La Rochelle, je crois que l'UBB ou même Brive ont vécu des montées, avec le premier, et pas des matchs, des matchs couperés qui peuvent ne pas le temps de vraiment préparer l'accession au top 14, parce qu'après c'est un rouleau compresseur le top 14, et c'est vrai que ce modèle pour moi est arrivé, je crois, à bout de souffle, parce que on n'a pas le temps, et surtout on met beaucoup d'enjeux dans cette division pour peut-être en un seul match tout perdre. Donc c'est trop cruel pour les clubs qui investissent comme nous, des infrastructures, un nouveau centre d'entraînement. Il y a beaucoup de millions en jeu, et beaucoup de travail qui peuvent être anéantis sur un match. Je trouve que le modèle me paraît un peu trop cruel actuellement. Ouais, un modèle compliqué, effectivement. Et parmi tous ces changements, il a fallu aussi tout de suite s'adapter au groupe pour Grégory Pata, que tu connais bien, Florian. Juste avant de poser la question au président Tayeb, un petit mot. Toi, tu le voyais tout de suite s'adapter. C'est un club qui lui correspond bien, Bayonne, à Grégory Pata? Oui, bien sûr. Greg, il était à La Rochelle où moi je l'ai eu mes 2 premières années espoir. Après, il a intégré le groupe professionnel à La Rochelle. Et puis, non, Greg, c'est un travailleur. Il prend exemple aussi sur certaines choses. Il a voyagé, donc non, il s'est très bien intégré dans le moule de l'aviron bayonnais. Ouais. Ça ressemble déjà un peu plus au Gers que la Charente-Maritime, le Pays Basque de l'Aviron bayonnais. Grégory Patin, un petit mot, président. Il a remplacé Yannick Bru, qui avait fait un travail extraordinaire chez vous. Ce sont deux caractères totalement différents. Ça se passe plutôt bien pour Greg Patin pour l'instant. Écoutez, il a pris de pouvoir travailler à partir du mois de novembre, quand on lui a annoncé qu'il serait dans le manager de l'Aviron bayonnais. Il a eu 8 mois pour préparer, ou 7 mois pour préparer, son recrutement, la future saison. C'est vrai que ça lui a permis vraiment de travailler dans la sérénité à ce niveau-là, mais toujours pareil, avec l'incertitude de la division. Mais Greg représente aussi les valeurs du terroir, les valeurs de la terre, et l'authenticité de notre région. Et aujourd'hui, Bayonne, c'est le club, du territoire du Pays Basque, avec une forte identité et une forte appartenance à une culture. Et il se l'est de suite approprié. Je crois qu'il a une très grande humilité en lui. C'est quelqu'un qui est là pour aussi apprendre, parce que le rôle de manager, c'est quand même pas un rôle facile. Et c'est vrai qu'il faut avoir des transversalités dans la fonction. Et je crois qu'il apprend bien, vite, mais comme je dis souvent, c'est la fin de saison qui nous le dira, et le résultat final qui nous dira si l'adaptation a été bien faite. Mais aujourd'hui, il envoie des messages forts d'adaptabilité, et surtout de compréhension, et beaucoup d'humilité. C'est important pour nous, ça. Et vous lui avez adjoint, si on peut dire, deux sacrés relais sur le terrain. Philippe Tayeb avec Maxime Machenaud et Camille Lopez. Ça lui permet peut-être aussi de pouvoir s'appuyer sur deux hommes d'expérience pour faire passer les messages. Oui, c'était important, parce que je crois qu'on a manqué, sur certaines saisons, on a manqué un peu de ce modèle avec des joueurs d'expérience. Certains se reconnaîtront quand ils m'ont dit tu vas ouvrir une maison de retraite. Aujourd'hui, ils apprendront peut-être à parler avant de voir comment se comportent les joueurs. Mais je crois que Camille, autant que Maxime, ont vraiment envoyé un message me concernant, et concernant les amoureux du club, parce que moi j'ai eu la chance de faire ces recrutements parce que Greg n'était pas encore arrivé et que n'avait pas encore donné sa position. J'étais persuadé de l'investissement des garçons après différentes discussions, entretiens, repas, dîners, même si pour certains. Mais les messages envoyés en laissant quelque part une situation de confort avec leur club pour se relancer
à 30 ans, mais je trouve qu'on n'est pas vieux, on a de l'expérience. Le week-end dernier, nous avons vécu l'expérience d'Urta Pineta à Castres à 37 ou 38 ans. Donc, il faut quand même des fois être mesuré dans les jugements envers des personnes qui font vraiment valoir l'envie de venir nous rejoindre. Et tant mieux pour nous parce que aujourd'hui, je crois que Facundo aussi, Gaëtan Hermin, Guillaume Rouet, toute cette expérience sur le terrain nous permet peut-être d'avoir ces bons résultats. Et en tout cas, félicitations pour ce début de saison, en espérant, vous l'avez dit, que ça dure. Merci beaucoup Philippe Taillet, président de l'Aviron Bayonnais, d'avoir été avec nous dans le Nasport Show. Merci, bon week-end. Et Bayonne qui jouera donc demain face à Perpignan dans le multiplex de 17h. Intéressante cette interview de Philippe Tailleb, le président de Bayonne, Flo, parce qu'effectivement, beaucoup d'observateurs étaient un petit peu pessimistes sur ce recrutement vieillissant, pessimistes aussi sur le fait d'être monté à la dernière minute, de ne pas avoir trop de temps, mais en fait, le fait d'avoir anticipé le recrutement de Grégory Pata, le fait d'avoir pris des joueurs d'expérience, finalement, ça s'avère être une bonne pioche. Oui, bien sûr. Et puis, on en avait discuté il y a 15 jours aussi de Camille et puis de Maxime. C'est deux joueurs, hein, comme il l'a dit, expérimentés. On voyait, je prends l'exemple de Camille Lopez, mais on voyait très bien Clermont quand il y avait Camille Lopez. Et Clermont, quand il n'y avait pas Camille Lopez, c'était deux équipes différentes, à vrai dire, hein. C'est vrai que Camille, je pense qu'il est serein, il sait ce qu'il fait. Il a de l'expérience, comme l'a dit le président. Et puis Machno, c'est exactement pareil. Donc je pense en plus c'est des postes assez capitales, parce que c'est un 9 et un 10, donc c'est beaucoup de responsabilités. Et après, je pense que comme dit le président, quand on a vu le castré ouvrir Pilieta la semaine dernière, je pense qu'il peut encore, faire 2 ans. Toujours se méfier des Benjamins qui ont la quarantaine. Hein, C'est ça. Flo, je te dis ça, je dis rien. Clermont, l'ancien club de Camille Lopez, justement, qui va affronter Bordeaux-Bègles, un autre pensionnaire de la région Nouvelle-Aquitaine. Clermont 4e, Bordeaux-Bègles 9e, ça sera samedi à 21h05. Clermont, intraitable à Michelin cette saison, 3 victoires en 3 matchs, qu'en plus contre des belles équipes, puisqu'il y avait La Rochelle et Lyon dans les 3, en plus de Pau. Bordeaux, c'est l'inverse, 3 défaites en déplacement. La logique, si on est parieur sur cette rencontre, c'est de jouer Clermont. Oui, c'est de jouer Clermont, oui. On l'a bien vu, les Clermontois au Michelin. Je pense qu'ils ont peut-être ils ont repris, je pense, pour moi, une identité un petit peu où ils veulent rien lâcher au Michelin, on le voit très bien, même quand ils sont menés. On revient en deuxième mi-temps, c'est différent, donc c'est plutôt, oui, comme tu dis, ce serait plutôt Clermont. Après, je pense attention à Bègles aussi, parce que Bègles ont fait une belle partie quand même la semaine dernière. C'est trouvé très intéressant la semaine dernière dans le combat, un peu dans les fondamentaux, donc attention, mais ça va être une belle affiche aussi, oui. Je pense que samedi à 21h et puis dimanche à 21h, on va être gâtés. Ouais, ça devrait être pas mal, d'autant qu'il y a des retours du côté de l'UBB. On devrait peut-être assister à une association au centre prometteuse Moefana-Vili. Et puis du côté de Clermont, on parlait de la charnière expérimentée de Bayonne, mais du côté de Clermont, c'est une charnière revancharde aussi. Hein. Anthony Bello, même si je sais qu'il ne faut pas citer son nom devant les Rochelais depuis l'histoire du Vélodrome contre Toulon. Mais Anthony Bello et Sébastien Bézi, là aussi, ça tient la route et ça connaît bien le top 14. Oui, bien sûr, ouais, Anthony Bello, et puis aussi on a Jules Plisson aussi, qui est, comme tu dis, revanchard aussi. Je pense que c'est deux joueurs revanchards, et c'est deux joueurs qui doivent un peu se tirer la bourre à l'entraînement. Ça doit être deux joueurs. Après, quand tu perds Camille, il faut aussi emmener un peu de différentes expériences. Et Morgan Parra aussi. Et on a perdu, oui, Morgan Parra aussi. Donc c'est deux différents 10. Je pense ils ont deux façons de jouer différemment. Après, on le voit quand il y a Jules ou quand il y a Anthony. Pour moi, les deux, pour l'instant, font un très très bon début de saison. Et les Clermontois, je pense que samedi soir, ils vont encore gagner. Et sur les ailes, c'est sérieux parce que Damien Penaud n'a pas vraiment eu de trou d'air à part des blessures dans sa carrière. Mais là, il y a le grand retour d'Alevereti Raka. On pourrait presque le voir à la Coupe du Monde, hein, parce que là, il est en train de taper à la porte de l'équipe de France. S'il continue là, c'est le vrai Raka qui est de retour. Oui, bien sûr, oui, c'est le vrai Raka, on le voit. Il retourne, il est ballon en main, il est dangereux. La défense, du coup, il y a toujours, quand Raka a le ballon, il faut toujours se méfier à droite, à gauche. On sait pas trop ce qu'il va faire, hein, avec le ballon, donc c'est difficile à défendre. Mais Raka, c'est un joueur comme Damien Penaud de l'autre côté, qui sont un peu tous les deux, comment je peux dire ça, ils sont un peu foufou avec le ballon.
Il y a pas trop, ils sont un peu ils ont le projet, mais ils sortent aussi un peu du projet. Et on voit des fois sur certains matchs, même quand ils sortent du projet, ils sont dangereux, ils font de belles choses. Donc c'est deux bons joueurs, et ça c'est sûr. Autre match qui concerne un club de Nouvelle-Aquitaine, Stade Français Brive, ça sera samedi à 17h. Brive, 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Il y a eu du changement. Jérémy Davidson a été mis à pied. C'est Arnaud Mella qui va être l'entraîneur par intérim, coordinateur sportif Didier Faugeron qui va lui filer un coup de main. Il y a 3 matchs très importants à venir pour Brive. Florian, Stade Français, Racing 92, Stade Rochelet. Avant la trêve, c'est compliqué là en ce moment pour le CAB. Oui, bien sûr, c'est compliqué pour le CAB. Ils perdent la semaine dernière contre les Toulousains, où là on a eu le changement de manager. Là ils vont au Stade Français. Le Stade Français qui sort d'une très belle partie à la section paloise la semaine dernière. Pareil, qui est dans le haut du classement. Donc ouais, ça va être dur. Après, je pense qu'ils vont s'accrocher les Brivistes, mais je pense que ça va être un match dur pour eux, un déplacement qui va être compliqué. Et la déclat de Joris Jurand, l'arrière du CAB, qui dit « Ne vous inquiétez pas, à Brive, on sait se retrousser les manches. Il faut que l'on retrouve les valeurs qui font notre force et que l'on a oubliées récemment. C'est totalement ça. Hein. Oui, bien sûr. Oui. C'est ça. Les fameuses valeurs, Florian. Valeur de l'Ovalie. Lyon face à Pau, samedi 17h. Pau, donc 4 défaites consécutives et surtout, énorme coup de marteau reçu sur la tête. Hein. Tu en parlais, face au Stade Français, le scénario, il est très cruel pour les Palois. Ils étaient en supériorité numérique, ils prennent quasiment la défaite à la sirène. Comment on fait, Florian? T'en as connu des défaites comme ça, c'est difficile de s'en remettre. Ouais, c'est difficile. En plus, j'ai regardé un peu, ils ont pas mal de blessés aussi. Donc ils sont un peu dans une partie de la saison qui est compliquée, là, les Palois. Comme tu le dis, Benji, sur la fin de match cruelle, parce qu'il me semble qu'à la mi-temps, il devait y avoir 22-9, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'ils se sont dit, bon, le match, peut-être qu'il est acquis, peut-être qu'il faut accélérer, peut-être qu'il faut décélérer. Mais c'est vrai que des fins de match comme ça, c'est cruel. Alors la semaine, elle a dû être longue pour les Palois, je pense, parce que après un revers comme ça, il faut se resserrer, il faut revoir, hein, comme l'a dit l'arrière-briviste, hein, peut-être revoir les fondamentaux, les choses comme ça, qui font que on se resserre et puis on y va, quoi. Et attention, Lyon vient d'enchaîner enfin 2 victoires consécutives. Et puis, c'est la deuxième meilleure attaque du top 14. Peut-être la patte Xavier Garbajosa qui fait son effet, puisqu'ils ont déjà marqué 22 essais. Là, quand même, depuis le début de saison, ils sont deuxième attaque derrière le Stade Toulousain. Juste, on a parlé tout à l'heure de Bayonne-Perpignan. C'est samedi à 17h, mais je vous rappelle que Bayonne est toujours invaincu à domicile et que c'est un match déjà crucial pour le bas de tableau. On va passer, Florian, si tu le veux bien, à la Pro D2, parce qu'il y avait un gros match hier soir que tu as suivi. C'était le coup d'envoi de la 8e journée, avec un incroyable Agen qui est allé gagner à Mont-de-Marsan 33-11. On avait le président du club, Jean-François Fontenot, récemment dans le Nasport Show. On va l'écouter parce qu'il nous a rappelé les ambitions du club. C'était avant le match et là, les ambitions pour l'instant sont plutôt respectées. On l'écoute. Je pense que le travail du staff et de Bernard Gouta en particulier a consisté aussi à faire certaines choses et avoir un peu d'efficacité à l'extérieur. Je pense que mettre en place une équipe, c'est un peu long. Donc, quand il faut proposer le jeu, c'est toujours un peu plus compliqué. Et donc, finalement, à l'extérieur, les choses se sont plutôt bien passées avec 2 victoires, comme vous le savez, une défaite d'1 point à Montauban qui aurait dû se transformer par une victoire, mais bon, on ne va pas revenir sur des moments sportifs un peu douloureux. Et ensuite, c'est vrai que chez nous, ça a été plus difficile, alors peut-être un peu de pression. Ce premier match aussi raté contre Grenoble, des matchs qui ont été très serrés, on se rend compte que ça tient à pas grand-chose, donc tout ça, évidemment, est à prendre en compte, et la Pro D2 est de plus en plus serrée, comme vous le savez. Donc, on s'est libéré à la maison, on va dire, chez nous. Il faut qu'on continue à être efficace à l'extérieur. L'objectif, qui est un objectif évidemment partagé aussi par les joueurs, parce que c'est important de faire en sorte qu'évidemment l'équipe soit responsabilisée, impliquée, c'est bien sûr d'essayer de se qualifier. Alors, ça sera peut-être difficile parce que, bon, dire, et vous venez de le dire, c'est un championnat qui est compliqué. On voit des équipes qui sont surprenantes, qui se structurent, que ça soit par exemple Rouen qui a battu hier soir Mont-de-Marsan, comme vous avez pu le suivre ou le constater. Donc on sent bien que tout ça est compliqué et ça se joue à pas grand-chose. Donc il faudra être constant toute la saison. D'ailleurs, bon, on
un effectif qui est assez riche et avec une profondeur de banc. Donc on verra bien si effectivement on est en capacité donc sur la saison à pouvoir accrocher ce top 6. Il y a tellement eu de rebondissements du côté d'Agen ces derniers temps qu'on les avait presque un peu oubliés, voire enterrés. Flo, là, ils viennent depuis l'interview de Jean-François Fontenot dans le Nasport Show, ils viennent d'enchaîner une victoire contre Biarritz. Et là, un succès à Mont-de-Marsan, ça commence à être sérieux, parce qu'effectivement, quand on regarde l'effectif, c'est pas si mal que ça, et il va falloir compter avec eux. Oui, bien sûr, on parlait un peu tout à l'heure d'expérience. Je pense que les Agenais ont un effectif entre expérience et jeunesse. Parce que quand on voit, moi j'ai en tête, mais quand on voit Dorian Bello, qui était en espoir au Stade Rochelet, qui est jeune, qui est à la mêlée, ça fait, il me semble, 3 matchs qu'il enchaîne à la mêlée aussi. Donc non, ils sont entre expérience, anciens et jeunes. Et on voit bien le match hier. Ouais, ils ont été propres sur tout ce qui est mêlée, sur les touches. Ils n'ont pas fait de faute, ils étaient à l'extérieur, ils le savaient. Et quand ils sont rentrés dans la zone un peu de marque, là, mais à chaque fois, soit ils sont repartis avec un essai, ou soit ils sont repartis avec 5 points, avec 3 points, pardon. Donc ils sont pragmatiques, les Agenais. Oui. Grosse victoire d'Agen, 33-11, on le rappelle, sur le terrain de Mont-de-Marsan. Agen qui en plus peut compter sur un stade Armandie flambant neuf avec une tribune qui a été refaite et ça donne des conditions d'accueil et de spectacle encore plus grandes que d'habitude. Un mot sur le stade Montois parce que c'est aussi la région Nouvelle-Aquitaine. Florian, on a l'impression, sans leur porter la guine parce que la saison est loin d'être terminée, mais peut-être que le coche a été manqué la saison dernière. Là, on en parlait tout à l'heure avec Philippe Taïeb. Sur le papier, c'était le Stade Montois qui méritait presque d'être en top 14. Ils ont fait une saison de dingue. Ils étaient hallucinants. Ils ont été récompensés d'ailleurs du meilleur staff à la nuit du rugby. Il y a eu Léo Colli qui a été élu révélation de l'année. Ils avaient une équipe de dingue qui régalait tout le monde. Le fait de ne pas monter, ça peut là aussi psychologiquement faire mal aux joueurs. Ouais, je pense que ça a été dur sur les Montois parce qu'en plus, hein, si on se rappelle bien, à la finale, il me semble qu'ils prennent 30 ou 40 points. Donc je pense que là déjà, ça fait mal à la tête. En plus, tu montes pas. Alors comme il l'a dit tout à l'heure, le président de l'Aveyron Bayonnais, c'est vrai que c'est un peu sur ce genre de situation où, oui, tu surclasses la Pro D2 toute la saison et qu'après sur un match, en finale, tu montes pas. Donc je pense que ça leur a fait mal. Après, ils ont perdu aussi, hein, comme tu l'as dit, Benji, ils ont perdu Colli à la mêlée. Je pense que c'était un joueur aussi qui portait beaucoup sur la défense adverse. Où, quand on regardait l'équipe montoise, on se disait attention à ce neuf, il porte autour des rucks, il peut faire des sautés, il a le jeu au pied. C'est un joueur qui était complet. Donc je pense que ça a été, ils ont perdu un joueur là. Peut-être un leader, je pense aussi. Ils ont perdu un leader parce que c'était quand même un leader, on le voyait, même s'il était jeune. Donc bon, je pense qu'ils vont se relever, mais je pense que ça va mettre un peu de temps. Un peu de temps pour remonter dans le classement pour le Stade Montois qui a donc perdu 11-33 face à Agen. Il y a tous les autres matchs évidemment qui vont se disputer ce soir avec déjà la rencontre importante pour Soyaux-Angoulême face à Rouen. Il y a le match également entre Biarritz et Colomiers. Il y a donc cette rencontre entre Biarritz et Colomiers ce soir à 21h avec une équipe de Biarritz qui doit se reprendre après la défaite à domicile face à Agen, on en parlait. Gros début de saison de Colomiers. Hein. Colomiers, on les avait pas trop vus venir non plus, Flo, même si c'est une belle équipe sur le papier. Quand on regarde dans le détail, sur les 4 dernières victoires, il y a 2 victoires par 1 point d'écart, une par 2 points d'écart, une par 3 points d'écart. On sait que dans ce genre de configuration, attention, parce que le jour où ça rigole un peu moins, ça peut enchaîner derrière les déconvenus. Oui, bien sûr. Et il me semble aussi que c'est l'équipe Colomiers qui doit marquer, qui a dû gagner 3 ou 4 matchs dans les dernières minutes. Donc je pense que c'est une équipe qui doit travailler jusqu'à la fin, hein, parce qu'on le dit, hein, le temps que la sirène n'a pas sonné. Donc je pense que c'est une équipe qu'on n'attendait pas ici, mais c'est une équipe qu'on l'a vue il y a 2 ans, je crois aussi déjà, qui était un peu sur le haut de la Pro D2. L'année dernière, je me semble qu'ils ont eu un peu plus de mal, mais c'est une équipe qui est jeune, hein. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent avec Colomiers, il y a beaucoup de jeunes. Donc c'est une équipe qui va être intéressante, oui, qu'il va falloir faire attention. Et puis, comme tu l'as dit, Biarritz, il va vite falloir qu'il se rachète de cette défaite aussi, oui.
On voit à l'écran la composition grâce à notre réalisateur Paul Maison-Regnault, la composition donc de Biarritz qui va jouer une rencontre capitale du côté d'Aguilera. Première ligne, Erdosio, Sauveterre et Millard. Deuxième ligne, d'ailleurs Tyrell. Il y a une troisième ligne avec Francos en 8, Augry en 6, Hébert en 7. La charnière avec le nom imprononçable du numéro 9, je vous laisse le voir parce que c'est, je ne sais plus comment on dit exactement, Orecochea, c'est ça Flo. Germain en 10, là c'est plus facile. Sur les ailes, Spaced et Farisco. Au centre, Cado, Perrault et puis Jonas en 15. Je vous rappelle également qu'il y a un match en cours concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine. On débriefera ça lundi dans le Nasport Show. C'est le match entre Soyons-Angoulême et Rouen qui a débuté à 19h30. Voilà pour la Pro D2. Je pense qu'on a été complet. Flo, je te souhaite un bon week-end de rugby. Je te remercie pour cette intervention dans le Nasport Show. Vous jouez contre qui ce week-end avec Niort? On reçoit Florence. Florence, club du Gers. C'est ça, ouais, c'est ça. Attention. Et avec Villeneuve-les-Salines, tout se passe bien. C'est de mieux en mieux même. Ouais, tout se passe bien. Et Villeneuve, on se déplace aussi à Pont. Bon, 2 déplacements contre Pont en Charente-Maritime et contre Florence, le club gersois. Merci beaucoup, Florian. Bon week-end à toi. Merci Benji, bon week-end. Merci. Tout de suite, après le rugby, on va parler football. On va parler notamment des Girondins de Bordeaux avec la Ligue 2, de Pau et de Niort. On va parler également de la Coupe de France. On va vous rappeler le tirage au sort du 7e tour de cette vieille dame avec des réactions notamment du Stade Bordelais et des Girondins qui vont s'affronter dans un derby fratricide dans ce 7e tour. Et puis, il y aura du basket et du hand. On va recevoir Justine Iquebran qui est la gardienne de Celles-sur-Belle, club qui évolue en Ligue Butagaz Énergie. Le Nasport Show, ça continue jusqu'à 22h. Ne bougez pas, on revient dans un instant. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30.
Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour dans le Nasport Show, merci de nous être fidèles. Après avoir parlé rugby, on va évoquer l'actu du ballon rond, actu nombreuse avec la Ligue 2, notamment les Girondins de Bordeaux, les Chamois Niortais et le Pau FC, mais également la Coupe de France, puisque cette semaine a eu lieu le tirage au sort du 7e tour. On vous rappellera le tirage des clubs de Nouvelle-Aquitaine et on vous donnera quelques réactions. La page football, c'est parti. Et l'actualité du football, c'est évidemment la 13e journée de Ligue 2 avec notamment un match important à domicile pour Bordeaux au Matmut Atlantique face au promu, face à Annecy. Pour parler de ce match et de la confirmation attendue à la maison pour les Girondins, j'accueille tout de suite notre correspondant en Gironde, spécialiste de l'équipe de Bordeaux. Notamment, c'est Florian Sabatier qui me rejoint dans le Nasport Show. Bonsoir Florian. Bonsoir Benjamin, bonsoir à toutes et tous. Florian, tout va bien actuellement à Bordeaux, la météo est bonne? La météo pas trop, un peu trop depuis hier, mais c'est bon, on va s'y faire. Je crois que l'été est terminé là. Ça va arroser la pelouse pour accélérer le jeu. Ça sera peut-être pas plus mal, même si pour le déchet technique, ça va peut-être pas améliorer les choses. On va en parler dans un instant avec notamment un son de David Guillon. Je le disais, Bordeaux va recevoir le promu. Sur le papier, Bordeaux est leader. Annecy est actuellement 16e du classement. Tout paraît simple pour les Bordelais, mais c'est peut-être un match piège, Florian, parce que Annecy a réalisé des gros coups à l'extérieur, notamment à Guingamp avec une large victoire 4-0. Oui, c'est ce qu'expliquait justement David Guillon en conférence de presse pas plus tard qu'hier. C'est vrai que ça va être un match un petit peu piège parce qu'on se dit que bon voilà, tous les voyants entre guillemets sont au vert pour les Girondins de Bordeaux et on le voit même s'ils ont pas gagné à Bastia, ils ont au moins récupéré un point, ce qui est déjà pas mal. Donc faudra se méfier, oui, effectivement de cette équipe d'Annecy qui est promue, qui pour l'instant, on va dire, est quasiment en dehors des zones de relégation, même s'il y aura beaucoup de descentes cette année. Donc c'est vrai, il faudra, je pense, prendre les 3 points, comme le disait David Guillon en conférence de presse, histoire de bonifier ce point pris à Bastia. Et comme il avait expliqué lundi soir, que le compteur continue de tourner parce qu'on n'est pas très loin de la trêve internationale du fait de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Et on va l'écouter justement, David Guillon, à propos de cette équipe d'Annecy et de ce match qui pourrait paraître gagné, mais qui est loin de l'être. Ça va être un match très difficile parce que vous vous doutez bien que cette équipe d'Annecy à l'extérieur performe. Elle a été capable de gagner Dijon chez elle, elle a été capable de faire aussi le résultat à Sochaux. Elle prend très peu de buts à l'extérieur. Elle a embêté le Havre jusqu'à la fin. Il a fallu qu'elle soit réduite à 10 pour que elle cède dans ce match-là. Donc à l'extérieur, c'est une des équipes les plus performantes. Et c'est l'équipe qui court le plus en Ligue 2. Mais vraiment, au-dessus de tout le monde, il n'y a pas photo. Je pense que même, à part peut-être Monaco en Ligue 1, mais sinon, très peu d'équipes qui courent aussi longtemps et autant que les joueurs d'Annecy. Donc on s'attend à un match très difficile, qui plus est 5 jours après, c'est pas toujours facile à gérer d'un point de vue physique et athlétique, mais on se doit, comme je l'ai dit, valoriser le bon point qu'on a pris à Bastia. On ne pourra le valoriser que si on a un bon résultat contre Annecy. C'est important ce que dit David Guillon, Florian, dans la préparation de cette rencontre. Il l'a dit, Annecy est l'équipe qui court le plus avec les stats en Ligue 2 et c'est une équipe qui, mine de rien, a 2 jours de récupération en plus par rapport à Bordeaux. Donc, qui dit équipe qui court beaucoup et en plus équipe qui a 2 jours de plus de récup, ça peut être un match encore plus dangereux pour les hommes de David Guillon.
Oui, oui, d'autant que finalement David Guillon a fait les choses entre guillemets comme il faut lors de cette semaine de prépa, parce que d'habitude c'est vrai qu'on a toujours cette petite opportunité le mercredi de voir l'entraînement des Girondins au moins ouvert au public, et là cette semaine ça n'a pas été le cas, donc preuve que c'est vraiment peut-être la semaine de, pas de tous les dangers, mais bon voilà, il y aura ce tour aussi de Coupe de France qui arrive la semaine prochaine. On aura donc, je pense sans doute en tant que titulaire Daniel Ignatenko, parce qu'on rappellera que notamment le milieu de terrain ukrainien ne pourra pas jouer la semaine suivante du fait d'un nombre de cartons jaunes pris. Donc je pense que oui, il va falloir que Bordeaux remporte ce match-là, parce que c'est vrai que la dernière fois, alors, ils pouvaient récupérer la tête en étant la seule équipe avec 24 points, mais c'est vrai que ça aurait été un petit peu mieux de voir Bordeaux prendre 3 points d'avance, qu'on n'est jamais à l'abri sur une saison au niveau des blessures. On ne sait pas comment ça va se passer, notamment après la Coupe du Monde, où vous aurez quand même un calendrier très drastique, très important. Donc voilà. Après, on a vu des choses intéressantes, comme on le voit sur les images, notamment avec des corners tirés par les latéraux, et on a pu voir le but d'Ignatenko ce week-end sur un corner de Michelin, qui semble montrer des choses plus intéressantes au niveau des matchs. Donc à voir, mais c'est vrai que ça va être un match très important, qui va sans doute, on va dire, conditionner les dernières semaines de compétition sur cette année 2022. Et tu parlais évidemment des joueurs, des individualités. Le coach David Guillon, quand des questions sont venues justement nombreuses sur ces individualités, lui, il l'a répété comme il le fait régulièrement depuis le début de la saison. Il n'y a pas de garçon indispensable dans ce groupe des Girondins de Bordeaux. On écoute David Guillon. Je trouve qu'on a un groupe très homogène. Et dans mon esprit, je ne vois pas un joueur indispensable. On peut changer pratiquement tous nos joueurs, et je suis presque convaincu qu'on aura à peu près le même niveau. Après, vous savez les choix, comment ils sont faits. Je vous ai expliqué que entre les entraînements, la forme, l'adversaire, les considérations tactiques, etc. Mais quand je trouve que notre groupe est tellement homogène que je vois pas de garçon indispensable. Je vois pas de garçon indispensable. Pas de garçon indispensable, donc la phrase choc de David Guillon. Alors il fait ça aussi pour protéger son groupe et impliquer tout le monde. Maintenant, quand on regarde un petit peu les stats, Florian, un garçon comme Josh Maja est quand même pas loin d'être indispensable, tant son ratio but comptant pour les victoires de Bordeaux, les victoires par un but d'écart où il y a un but de Josh Maja, c'est arrivé à un nombre de fois assez important. Donc il y a quand même le gardien, Josh Maja, il y a quand même des joueurs plus ou moins indispensables, non? Oui, 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 non, c'est sûr. Déjà, Josh Maja, je pense que évidemment, il y a toutes ces stats qui parlent pour lui, notamment Monsieur 100% sur les tirs de penalty. Mais c'est vrai que tout son jeu, on va dire, sans ballon, est ultra important pour l'équipe, et notamment quand Bordeaux a besoin de presser haut ses adversaires. Donc oui, non, pour moi, il y a quand même, c'est, on va dire, bon, de la communication de la part de l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, forcément, parce que c'est vrai que vous avez des joueurs importants, comme vous le disiez justement, Benjamin. Il y a le gardien qui fait Gaëtan Poussin, qui fait de sacrés perfs. Vous avez un joueur derrière comme Stian Gregerson, qui, on a beau lui changer son coéquipier, que ce soit Johan Barbet ou bien Junior Mwanga, il arrivera toujours à faire des perfs. Et puis, mine de rien, vous avez besoin de plusieurs hommes au milieu de terrain, et je pense notamment à Issouf Sissoko, qui ça y est commence à avoir des galons de titulaire et commence de plus en plus à être intéressant. C'est vrai que sa position très basse aussi, Tom Lacou, au niveau du milieu, pour, on va dire, organiser le jeu, est aussi très important. Donc c'est vrai qu'il y a
y a quelques joueurs qui se dégagent. C'est vrai que pour l'instant, les Girondins de Bordeaux ont un groupe globalement homogène parce qu'on a la sensation que dès que vous en sortez un, il y en a un autre qui va faire une très belle prestation. Pour l'instant, on va dire tous les sourires sont là et personne ne rechigne à aller sur le banc dès que David Guillon en a besoin. C'est vrai on a un groupe quand même relativement homogène du côté des Girondins de Bordeaux. Florian, tu nous as pas parlé de Dylan Bakwa, tu nous en avais parlé dans les émissions précédentes. Si on doit faire un bilan de ce début de saison de Dylan Bakwa. Ben c'est plutôt intéressant hein. Pour l'instant, c'est vrai que c'était l'un des joueurs qui avait fait une apparition, notamment sous Jean-Louis Gasset à l'époque, avec que ça soit Sékou Mara, on avait Amadou Traoré qui a un peu disparu des radars, et il y avait Dylan Bakwa. Et c'est vrai que depuis le début de la saison, il fait des perfs très intéressantes. On voit la connexion qu'il y a aussi avec Josh Maja qui est plutôt intéressante et c'est vrai qu'il a une frappe de mule, mais on le voyait déjà lors de ses premiers entraînements avec l'effectif professionnel qu'il avait cette capacité à frapper et à marquer. Donc voilà, c'est là où par exemple on avait un peu plus de difficultés sur les précédentes saisons avec Dylan Bakwa, on se disait bon, ça serait bien que il regarde aussi le jeu, qu'il ait vraiment une lecture de jeu, parce que de temps en temps, on regardait que le ballon et on regardait pas trop les mouvements de ses coéquipiers. Et là, c'est le cas maintenant. Pour l'instant, c'est intéressant. Ça doit encore continuer à réaliser de bonnes performances, parce qu'on est qu'au début. Hein. Ça fait à peine 3 petits mois que les Girondins ont repris l'entraînement, ont repris le chemin de la compétition. Il faut attendre confirmation quand même, mais ce que réalise Dylan Bakwa en Ligue 2 est pour l'instant très intéressant et semble aussi satisfaire les exigences de David Guillon, son entraîneur. Beaucoup de talent pour Dylan Bakwa. Maintenant, place au travail, comme il le confirme en conférence de presse. On écoute Dylan Bakwa dans le Nasport Show. J'ai essayé de rester focus sur mon objectif. Et voilà, j'ai travaillé pendant de longues périodes et aujourd'hui je suis récompensé. Mais voilà, c'est qu'un début et je continue à travailler. J'ai pris en maturité. J'ai compris que ça suffisait pas le talent, il fallait travailler encore plus. Il fallait encore se surpasser. Et voilà, aujourd'hui, j'arrive à faire ce que je fais. C'était Dylan Bakwa en conférence de presse dans le Nasport Show. On continue de parler des Girondins de Bordeaux avec cette 13e journée et ce match important face au promu Annecy. On a parlé de l'entraîneur David Guillon, on a parlé des joueurs, de Dylan Bakwa, de Gaëtan Poussin, de Josh Maja. Un mot quand même, c'est important pour terminer avant de te laisser partir, Florian. On va parler quand même des supporters parce qu'on a vu la une de Sud-Ouest Gironde aujourd'hui, une où étaient inscrits en gros les Girondins dans les cœurs. Le stade fait le plein ou presque à chaque fois. Même à l'extérieur, il y a beaucoup de Girondins qui se déplacent sur les terrains de la Ligue 2. Bordeaux est en tête du classement des tribunes. C'était pas forcément acquis avant le début de la saison. Cet amour, on l'avait aperçu quand même quand il y avait eu la grosse manifestation pour éviter la rétrogradation de Bordeaux. Là, on sent que l'amour du club au scapulaire est éternel, Florian. Oui, est éternel, parce que c'est vrai que on va dire que les supporters des Girondins de Bordeaux ont vécu des fortunes diverses et variées sur ces dernières années. Alors il y a eu 2-3 petites qualifications européennes en Europa League notamment, mais bon, il n'y avait pas eu trop de résultats. On sentait un club un petit peu en berne, avec moins d'ambition sportive, un rachat qui a fait couler beaucoup d'encre avant, pendant et après de la part des Américains. Et c'est vrai que là, comme le disait le porte-parole des Ultramarines, Florian Brunet, dans ce très intéressant papier de Sud-Ouest, c'est que finalement, la nouvelle génération de supporters répond bel et bien présent, et que finalement, on a même peut-être
pas connu une ambiance comme ça au Matmut Atlantique depuis quelques années, si ce n'est peut-être la meilleure ambiance. Et quand on voit, c'est vrai que quand Bordeaux se déplace, j'ai tendance à dire à certains amis que finalement, dans cette Ligue 2, on a la sensation d'avoir un peu la position du Paris Saint-Germain pour les Girondins de Bordeaux. Je vais m'expliquer, c'est simple. C'est que dès que Bordeaux va se déplacer, les tribunes sont pleines à craquer. Par exemple, vous regardez le match contre Bastia, ils font leur premier sold out à guichet fermé de la saison, et ça a amené une ambiance folle avec un public qui voulait voir son équipe faire tomber pour la première fois les Girondins de Bordeaux. Donc c'est vrai que on voit des choses intéressantes dans ce domaine-là. On rappellera qu'aussi Bordeaux, du moins le stade Matmut Atlantique, a une jauge de 22 000 cette saison. Donc, si on regarde un petit peu les chiffres que nous donne régulièrement l'attaché de presse après chaque rencontre à domicile, on oscille entre 17 et 22 000 à peu près de supporters qui sont présents au Matmut Atlantique. Et quand on sait aussi que de temps en temps, vous avez peut-être l'UBB qui va jouer en même temps ou à 1 heure de décalage. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est intéressant. On a l'impression que ce club renaît petit à petit de ses cendres, et ça passe aussi par les supporters. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les supporters en fait arrivent à avoir une vraie identité avec l'équipe actuelle, avec des jeunes du centre de formation. Ça a été souvent le cas dans les années précédentes. On pense par exemple à Chamac, Réo Mavouba, Christophe Dugarry, Bichente Lizarazu pour les plus anciens. Donc Bordeaux a toujours une culture de formation, et c'est vrai que les supporters retrouvent un peu cette mentalité-là. Et même pour la petite anecdote, en tout début de saison, donc c'était l'un des premiers ou deuxième entraînements qui était ouvert au public. Il y avait un petit garçon de 5-6 ans qui attendait devant le grillage Gaëtan Poussin, et Gaëtan Poussin lui a donné avec une extrême gentillesse ses gants de gardien de but de fin d'entraînement. Donc voilà, on voit vraiment que ça soit des plus petits au plus grand, on a cette sensation de retrouver son club de cœur, et en général, on va dire que les premières fondations pour reconstruire un club passent par aussi, on va dire, l'attache des supporters envers leur club fanion, et cette année, c'est clairement le cas du côté des Girondins de Bordeaux. Et pourvu que ça dure pour Bordeaux, leader du classement et qui va recevoir Annecy, ce sera demain à 19h, match comptant pour la 13e journée de Ligue 2. Merci beaucoup Florian. Merci Benjamin. Et on retrouve Florian évidemment lundi soir dans LFNA TV pour des reportages sur les différents championnats, mais également pour des réactions après les rencontres de Coupe de France dont on va vous parler tout à l'heure. Florian Sabatier, notre correspondant sportif en Gironde. La suite de cette 13e journée de Ligue 2 avec les deux autres clubs de Nouvelle-Aquitaine qui jouent également samedi à 19h. Il y aura Pau face à Nîmes. Pau, je vous le rappelle, c'est une seule défaite sur les 7 derniers matchs. Pau qui va bien et qui a réussi à retrouver de la confiance et qui va tenter de confirmer face aux Crocodiles. En revanche, Niort qui est dans une situation déjà limite puisqu'ils sont lanterne rouge, les Chamois niortais du classement. Ils restent sur 8 matchs consécutifs sans la moindre victoire. Niort qui accueille Dijon toujours samedi à 19h. Le football, c'est aussi l'actualité de la Coupe de France avec le 7e tour et le tirage qui est tombé cette semaine pour nos 16 clubs de Nouvelle-Aquitaine. On rappelle un petit peu les affiches avec un choc fratricide, un derby bordelais entre le Stade bordelais et les Girondins de Bordeaux. Il y aura donc forcément une équipe de Bordeaux au 8e tour. On va écouter Nicolas Pires, l'entraîneur du Stade bordelais, tout heureux d'aller défier le voisin. Je ne vous cache pas qu'on aurait aimé les jouer peut-être un peu plus tard, pour au moins peut-être pour l'aspect financier du club. C'est vrai que c'est intéressant cet aspect-là de passer quelques tours, et puis pour garder du rythme aussi jusqu'en janvier. On aurait aimé faire le parcours jusqu'en janvier. Il va falloir sûrement un miracle pour qu'on puisse aller jusqu'en janvier. Mais je retiens quand même du positif. Je suis content pour les joueurs parce qu'ils vont vivre quelque chose. Et c'est ce que je leur dis depuis plusieurs matchs. Il faut battre ces équipes-là pour vivre des choses.
Et je leur ai pas menti, puisqu'on a la chance on va pouvoir vivre quelque chose de très excitant. Voilà, c'est positif. Il va y avoir du monde au stade. Je sais pas si on sera vraiment à domicile pour le coup, mais voilà, c'est quand même très positif pour le club. Et on va également écouter l'adversaire avec la parole à l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, David Guillon, qui se méfie bien évidemment de ce tirage au sort. Ça sera un derby. Je pense que ce sera un match qui, j'espère, va rassembler les Bordelais. Dans ce contexte-là, c'est vraiment un match très agréable. On est évidemment content, satisfait de se rencontrer entre Bordelais. A priori, en effet, ils souhaitent jouer dans leur stade. Où je suis un peu plus inquiet, c'est que les féminines doivent jouer la veille sur la pelouse. Donc c'est ça qui m'embête un petit peu, parce que en effet, je pense que vis-à-vis du public, vis-à-vis de tout le monde, c'est bien d'avoir de bonnes conditions. La pelouse à vérifier, mais en tout cas un derby qui s'annonce prometteur entre les deux équipes de Bordeaux. Le Stade Bordelais d'un côté, les Girondins de l'autre. Deux petits poussés concernant la Nouvelle-Aquitaine encore présents dans ce 7e tour. Il s'agit de l'Entente Bonne-Encontre qui va se déplacer du côté de la pelouse de l'Escar. Et puis l'autre petit poussé, c'est l'AS Merpin. Merpin qui va affronter l'équipe de l'US Lège Cap-Ferré pensionnaire de National 3. On écoute tout de suite l'entraîneur de l'AS Merpin, c'est Romain Rigalo qui était au micro de l'FNA TV. Il va falloir se méfier, tout à fait. Je suis la National 3 vu qu'il y a Cognac qui les a joués il y a pas longtemps justement en Coupe de France. J'avais pas été au match, mais bon, je suis cette division-là. Et oui, c'est une très belle équipe et ça va pas être simple, mais bon, sur un match de Coupe de France, en tout cas, on va pas se laisser marcher dessus, c'est sûr. Ça se fait pas comme ça. C'est pas tous les jours qu'on a une affiche comme ça, qu'on est à ce niveau-là. C'est historique pour nous, donc il faut qu'on fasse les choses vraiment bien. Et on va faire les choses bien. C'était Romain Rigalo, l'entraîneur de l'AS Merpin, qui réagissait dans l'édition spéciale du Nasport Show consacrée au tirage au sort de la Coupe de France. Parmi les affiches, je vous rappelle qu'il y a également le déplacement des Chamois Niortais, club de Ligue 2 sur la pelouse du FCE Mérignac-Arlac. Concernant l'autre club de Ligue 2, le Pau FC, ce sera du côté d'Aigues-Mortes, un club de la Camargue. La page football est désormais refermée. Dans un instant, nous allons parler cyclisme avec Victor Pérez-Boucheron qui était en immersion du côté du team FDJ Suez Futuroscope pour le Chrono des Nations 2022. Et puis il y aura notre invité, c'est Femina, notre séquence réservée au sport féminin. Notre invité ce soir, c'est la gardienne de but du handball club de Celles-sur-Belle, Justine Iquebran. Gros programme à venir, restez avec nous. Le Nasport Show, ça continue jusqu'à 22h.